Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous partons à Mexico, une ville gigantesque qui a connu une explosion de sa croissance urbaine ces dernières années. Elle est passée en effet de 3 millions d'habitants en 1950 à plus de 20 millions aujourd'hui. Malgré tous les défis qui restent à relever, la capitale du Mexique ambitionne de devenir une ville connectée, ce qu'on appelle une Smart City. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Erwan Lelguen. Vous êtes associé partenaire à Altios International. Bonjour. Bonsoir. J'ai également à mes côtés Jacques Petit. Vous êtes PDG de Detexis, également vice-président de la section Mexique des conseillers du commerce extérieur. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous Jean-François Jarre. Vous êtes managing partner de Crystal Credit International. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et Alain Faure, alors vous êtes résident à Mexico, vous avez vécu à Mexico il y a 20 ans et vous venez d'y retourner. C'est cela. Bonsoir. Bonsoir. Pour débuter cette émission, on va écouter Marie-Pierre Diez-Sanchez qui nous explique pourquoi elle a choisi Mexico. Pourquoi nous avons choisi le Mexique ? Quand nous avons eu le souhait d'aller vivre à l'étranger, nous avons regardé au niveau de tous les pays de la planète, les perspectives économiques, la situation géographique, la qualité de vie, les perspectives éducatives par rapport aux enfants. Et le Mexique répondait à tous ces critères. Les perspectives économiques sont tout à fait favorables. Le Mexique est sur une situation géographique très intéressante, avec les États-Unis et le Canada au nord. Et puis il y a toute l'Amérique latine dans le sud. Donc tant au niveau des développements économiques comme de la richesse culturelle, comme des opportunités pour les enfants d'apprendre des nouvelles choses et d'être connectés avec un continent qui est en plein dynamisme, le Mexique répondait à tous ces critères et c'est pour ça que nous avons choisi ce pays. Erwan, une position géographique particulière pour le Mexique, c'est l'Amérique du Nord et en même temps l'Amérique latine. Exactement, et un pays qui a comme voisin la première puissance économique mondiale, ce qui est quand même la clé en termes de positionnement géographique. Jacques Petit, il y a de nombreux traités de libre-échange avec les États-Unis, le Canada, une dizaine de traités de libre-échange couvrant une quarantaine de pays dans le monde. Oui, absolument. Ce qui confère au Mexique en fait une position assez particulière. Très souvent, nous recommandons pour des gens qui s'orientent un petit peu sur le continent américain dans son ensemble de choisir le Mexique comme première implantation pour pouvoir, s'ils souhaitent développer leur commerce avec les États-Unis. Concrètement, qu'est-ce qu'apporte le Mexique plus qu'un autre pays de la région ? Il y a beaucoup d'avantages à s'implanter au Mexique. Il y a des conditions économiques qui sont assez favorables. C'est une économie quand même assez libérale. De par ses nombreux accords de libre-échange et avec l'Union européenne notamment, il est très facile de réaliser des importations dans des conditions extrêmement favorables. Et on a aussi une main-d'œuvre qui est quand même relativement bien qualifiée, ce qui permet d'avoir des coûts de production assez intéressants. Alors, il y a un autre atout du Mexique, c'est qu'il est en train de se lancer dans une série de réformes. Et on va écouter un témoignage du président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-mexicaine. Dans les réformes importantes, je parlerai de la réforme éducative. La réforme éducative, c'est la remise en cause globale, complète du système éducatif mexicain, qui, comme on le sait très très bien, sera de toute manière le principal pilier du développement économique futur du Mexique. La réforme énergétique. Alors le Mexique est quand même un pays, pas monopétrolier, mais un gros fournisseur de pétrole. C'est le 10e fournisseur, à peu près 10e, suivant le classement, c'est le 10e fournisseur, producteur de pétrole du monde. La réforme énergétique, rien que cette réforme, avant c'était une société qui était Pemex, le pétrole mexicain était une société complètement monolithique et tout le pétrole passait par Pemex. Au jour d'aujourd'hui, cette réforme va permettre justement l'ouverture du marché et on va constater que économiquement, la réforme énergétique va d'ici 3 ans représenter 1,7% de croissance économique du pays, rien que la réforme énergétique. Alors c'est le pétrole, mais c'est aussi l'électricité. Très très grosse réforme. Des grands appels d'offres se sont aujourd'hui
ont déjà démarré et pour pouvoir attirer l'investissement étranger. Et donc si l'investissement étranger vient dans le pays, parce qu'ils sont tous là, c'est évidemment parce que le Mexique a fait ses grandes réformes et parce que le Mexique est un joueur international qui respecte les règles. Il n'y aura pas de mauvaise surprise pour les investisseurs. Jacques Petit, le Mexique s'est lancé dans les réformes dans les télécommunications. Un mot là-dessus? Oui, rapidement, je pense que c'est quelque chose qui bénéficie à l'ensemble du pays pour une raison simple, c'est que il y avait un certain nombre de situations monopolistiques jusqu'à présent et les nombreuses réformes qui ont été notamment mises en place par le gouvernement actuel visent à favoriser le développement du Mexique avec un meilleur rééquilibrage, notamment l'ouverture à la concurrence dans un certain nombre de secteurs, auquel est également confronté le secteur des télécommunications. Je crois d'ailleurs que Carlos Slim a été condamné pour abus de position dominante. Oui, c'est un fait puisque son groupe América Móvil, qui est propriétaire d'un certain nombre de marques et des principaux opérateurs de télécommunications au Mexique, a un petit peu plus de 80% du marché mexicain, que ce soit sur le secteur des télécoms fixes ou mobiles. Et il était important de pouvoir rééquilibrer un petit peu ces conditions de marché. Ça reste assez cher, vous me disiez. Oui, le portable au Mexique est très cher comparé à la France. Ça reste, je pense que la libéralisation va permettre à des utilisateurs comme nous de baisser le coût des forfaits notamment. Il y a aussi la libéralisation du marché énergétique qui est mise en place. Oui, tout à fait, comme on parlait Alfred Rodriguez dans la vidéo. L'État mexicain attend sur les 3 prochaines années à peu près 30 milliards d'investissements directs dans ce secteur. En gros, la libéralisation du oil and gas, c'est des monopoles d'État, la CFE et Pemex, qui aujourd'hui s'ouvrent à des investisseurs étrangers pour l'exploitation, pour la production, pour la commercialisation, pour le transport, toute la supply chain. Donc effectivement, des opportunités pour les sociétés européennes, françaises au Mexique dans ces secteurs de l'oil and gas. Alors justement, ça va nous ouvrir le prochain témoignage puisqu'on va enchaîner sur les secteurs porteurs et on va tout d'abord écouter François Josse qui vient d'ouvrir ou qui va bientôt ouvrir son restaurant à Mexico. Tout comme en France, ici à Mexico, bien manger, partager de bons moments en famille ou entre amis autour d'un bon repas est un élément essentiel de la vie sociale. Les Mexicains apprécient la bonne nourriture et notre gastronomie française suscite beaucoup d'intérêt. La ville de Mexico compte d'ailleurs 5 écoles qui enseignent la cuisine française. Ici, dans cette belle maison, au cœur du quartier historique de la Roma, nous ouvrirons en avril prochain un lieu dédié à la gastronomie française et qui portera mon prénom, François. Au rez-de-chaussée, vous y trouverez une boulangerie-pâtisserie, une épicerie fine, un magasin de thé ou encore une cave à vin et champagne. Et nous installerons ici, au premier étage, notre restaurant. Et sur la terrasse qui surplombe la maison, un bar pour profiter du climat très agréable de la ville de Mexico. Merci François Josse pour votre témoignage, donc un témoignage plutôt enthousiaste. Est-ce que la gastronomie est un secteur porteur, Erwan, à Mexico? L'agroalimentaire, en général, le Mexique est une grosse puissance agroalimentaire mondiale, pas seulement sur la zone. Le saucisson français aujourd'hui, et même mexicain, Bridou, Justin Bridou et Cochonou sont mexicains aujourd'hui. Donc c'est une grosse puissance agroalimentaire, le groupe Sigma Alimentos qui investit en France et en Espagne. Donc une grosse puissance agroalimentaire et également dans les secteurs, je dirais, porteurs aujourd'hui, des secteurs industriels, manufacturiers, l'aérospatial, l'aéronautique et le secteur automobile. Où j'invite vraiment les sociétés françaises de ce secteur à venir investir au Mexique. Il y a vraiment des belles choses à faire. Au niveau de la fiscalité, est-ce que c'est plus intéressant qu'en France ? Globalement, oui, c'est plus intéressant qu'en France. L'impôt sur les sociétés est de 30% au Mexique. Donc on peut se rendre compte qu'il y a quand même un petit gap avec ce que l'on peut rencontrer en France. Jacques Petit, est-ce que par rapport à la France, est-ce que c'est plus alléchant
Oui, c'est beaucoup plus intéressant. Les conditions de travail à tous les niveaux sont beaucoup plus favorables, on va dire, que ce soit en termes de fiscalité, en termes de possibilités de développement. C'est un pays qui est en fort développement, en forte expansion. Et moi, j'invite aussi tous les gens qui sont dans le secteur des PME à regarder vraiment le Mexique comme étant une opportunité de développement à l'international, parce que c'est vraiment un pays assez libéral dans lequel tout est possible. Alors, on va faire une pause et on se retrouve juste après pour parler de la création d'entreprises à Mexico. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Mexico et vous pouvez nous suivre sur Twitter, #24HChronoTV. Alors nous parlions tout à l'heure des secteurs porteurs et on va enchaîner sur la création d'entreprises. Est-ce que pour vous ça a été facile ? Vous êtes implanté il y a 15 ans je crois ? Voilà, tout à fait. J'ai créé la première société il y a une quinzaine d'années. Alors il y a une quinzaine d'années, comme on en parlait tout à l'heure, c'était très très simple de créer une société. Aujourd'hui, ça reste encore simple de créer une société. Par contre, il est important de bien s'entourer, c'est-à-dire avoir un bon cabinet d'avocats pour créer la coquille juridique et puis ensuite s'entourer d'experts comptables et fiscalistes pour rendre cette coquille juridique opérationnelle. Donc c'est important de bien s'entourer sur cette partie-là. Jean-François Jarre, se renseigner sur les personnes avec qui on traite, c'est important ? Je vais juste compléter par rapport à ce qu'Erwan disait. Moi, j'ai monté la société mexicaine après avoir monté plusieurs autres sociétés en Amérique latine. La problématique est même plus simple que sur d'autres pays d'Amérique latine, comme le Brésil, par exemple. J'ai monté la société il y a à peu près 1 an. C'est pas très compliqué, comme Erwan disait. C'est rapide. Il faut avoir un bon comptable, mais ça, c'est le propre je dirais, dans tout pays, savoir s'entourer de bons professionnels. Il faut 1 mois, 1 mois et demi pour créer une société au Mexique. C'est ça. Ouais. Et donc, se renseigner sur ses partenaires, puisque c'est la question que vous m'avez posée. Au Mexique, la plupart des informations ne sont pas centralisées. L'information sur les entreprises, l'enregistrement des entreprises sont faits par région. Et donc, ça rend plus complexe l'obtention d'informations sur une entreprise, sur ses dirigeants. Et donc, ça nous donne une opportunité, nous, professionnels du renseignement commercial, de proposer des renseignements adaptés et pouvoir obtenir pour nos clients des informations à bonne valeur ajoutée sur leurs futurs partenaires mexicains. Au cas où on ne tomberait pas sur le bon interlocuteur. C'est très important de se renseigner. Par rapport à la corruption, Erwan, les dessous de table, ça existe. C'est aussi un cliché. Ça existe dans certains secteurs publics, mais c'est effectivement pour moi un cliché. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on parle de corruption au Mexique et on parle de délit d'initié en France. Donc c'est des termes qui sont différents, mais qui parlent de la même chose. Il existe une grande part de l'économie grise aussi. Oui, ça représente à peu près 50% de l'économie mexicaine.
Jacques Petit. Oui, mais c'est quelque chose, enfin, pour rebondir là-dessus, le Mexique a engagé un processus depuis un certain nombre d'années où justement ils sont en train de mettre en place un certain nombre de réformes et notamment structurelles pour justement pallier à cette fameuse économie grise, puisque il faut aussi avoir une meilleure répartition de l'impôt et un meilleur prélèvement de l'impôt. Donc le Mexique est quand même une démocratie assez jeune, malgré tout, met en œuvre tous les moyens nécessaires pour pouvoir prélever l'impôt, qui est quand même la source du budget de fonctionnement de l'État. Alors, on va continuer, on va voir comment on fait du business avec les locaux. Et on va écouter à nouveau Marie-Pierre Dier-Sanchez nous parler des différences culturelles entre Français et Mexicains. Donc quand on pose des questions aux Mexicains par rapport à quand va se faire telle ou telle action, on a souvent la réponse ahorita. Ahorita, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être dans 2 heures, ça peut être dans une journée, dans un mois, voire jamais. Les Mexicains sont des gens qui ne savent pas dire non, sont très mal à l'aise de refuser quand on leur demande quelque chose. Donc ils disent oui. Donc en tant que Français, quand on nous dit oui, on pense que les choses vont se faire. Mais c'est pas forcément ce que veut dire le Mexicain. Donc au début, c'est un petit peu stressant en fait, parce qu'on a une façon de fonctionner et de communiquer qui est beaucoup plus directe que les Mexicains. Donc ça, c'est une différence qui nous fait un petit peu souffrir, notamment au niveau du travail. Alain Faure, qu'est-ce que ça signifie en fait se tropicaliser quand on part au Mexique ? Alors, se tropicaliser, bon, ça peut avoir une connotation négative, se tropicaliser. Mais enfin, je considère qu'au Mexique, comme ailleurs, il faut s'adapter. Ça veut dire, avant toute chose, s'adapter au pays d'accueil, comprendre des différences culturelles, comprendre des codes sociaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que l'on peut connaître dans son pays d'origine. Mais c'est tout. Je veux dire, ça vaut pour le Mexique comme tous les pays où nous vivons, où nous nous expatrions. Erwan Leglen, le refus du conflit, vous le vivez au quotidien C'est vrai, ce qui est dit dans la vidéo, c'est que le Mexicain n'aime pas trop le conflit, il a plutôt tendance à fuir. À l'éviter, donc plutôt à dire oui que dire non et rentrer dans une discussion. Donc c'est quelque chose qu'il faut, si on parle du terme tropicalisé, qu'il faut anticiper, qu'il faut intégrer dans la culture des affaires. On vous dit oui, mais ça peut ne jamais être fait. Exactement. Donc, et ça, beaucoup de sociétés françaises qu'on peut accompagner sur des missions commerciales au Mexique, reviennent du Mexique et disent je vais faire des affaires le mois prochain. Non, il y a des oui et il y a des oui peut-être. Il faut savoir intégrer tout ça. Est-ce qu'avoir un assistant mexicain, c'est aussi important, Jacques Petit ? Il faut avoir des gens qui soient sur place. Pour revenir à ce que disait M. Faure, il est évident que la tropicalisation est aussi un facteur important. Les Mexicains nous jugent souvent, nous, étrangers, sur le long terme. Ils ont trop longtemps souffert d'expatriés ou de gens qui venaient et qui profitaient un petit peu d'une certaine situation. Donc, avec un certain nombre d'années, on arrive effectivement à établir de très très bons contacts et être capable de détecter le vrai oui du oui peut-être, parce que les Mexicains, comme on le disait, sont des gens qui ne savent pas dire non et qui culturellement sont toujours très très ouverts et sont plutôt très avenants. Donc on est souvent confronté dans une négociation, quand on a des gens qui arrivent de l'étranger, ils pensent qu'une négociation est faite alors qu'en fait tout est à faire. Beaucoup d'enthousiasme. Erwan, vous travaillez avec des Mexicains ? Oui, bien sûr, dans notre équipe, on a à peu près 2 tiers d'Européens, 1 tiers de Mexicains. Je dirais que le mot d'ordre, c'est la rigueur. Enseigner la rigueur. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas autant que ce que l'on peut nous enseigner en Europe et en France. Donc c'est le mot d'ordre, la rigueur. Donc faut anticiper tout ça. Il faut savoir que les dossiers, quand on dit demain à 20h, ce sera plutôt après-demain à midi. Enfin, faut anticiper tout ça dans le quotidien. Jean-François Jarre, vous l'avez vécu, vous aussi Moi, l'administrateur de ma compagnie, mon bras droit, est mexicain. Et il a vécu dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, on s'est rencontrés. Et il m'explique en permanence les codes et la façon dont il faut procéder pour mieux passer auprès d'une société mexicaine lorsqu'on fait une offre. Donc c'est mon décodeur. Pour moi, c'est important. Très bien. Alors, on va écouter à nouveau François Josse qui nous parle de la sécurité, puisque c'est aussi un cliché de Mexico, et on va écouter ce qu'il nous dit. Bonjour Paris. On pense souvent que le Mexique est un pays dangereux. En réalité, la situation s'est fortement améliorée depuis une dizaine d'années, et notamment dans la ville de Mexico. En effet, le tourisme est un secteur très important de l'économie.
Et les Mexicains déploient énormément d'efforts pour améliorer la sécurité et rendre ainsi le pays encore plus attractif. Bien sûr, comme dans de nombreuses grandes villes, il faut se montrer prudent le soir dans certains quartiers aux alentours de la ville. Mais le quartier de la Roma, dans lequel nous nous trouvons actuellement, est un quartier en plein centre-ville et il est parfaitement sûr. Jacques Petit, la sécurité, l'insécurité, c'est un cliché de Mexico. Aujourd'hui, où en est-on ? L'insécurité, c'est pas un sentiment qu'on a. Non. L'insécurité. Non, je pense que si on vivait dans un climat d'insécurité au Mexique, je pense qu'on arrêterait d'y vivre. Tout simplement. Donc il faut aussi arrêter de toujours croire que tous ces clichés où le Mexicain ne travaille pas, le Mexicain est quelqu'un... on vit dans un climat d'insécurité, pas du tout. Comme dans toute ville et toute grande capitale, il y a un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il faut avoir ce que moi j'appelle toujours une hygiène sécuritaire. Il y a des choses qui ne se font pas et à partir de là, les choses passent très très bien. Il est certain qu'on ne va pas se promener dans certains quartiers à certaines heures, aller retirer de l'argent à 3h du matin dans un endroit pas bien éclairé, mais je crois que ça s'applique à Paris, à New York ou à n'importe quel autre, ou à Marseille. Alain Faure ? Moi, je partage entièrement ce point de vue. En tout cas, pour avoir vécu à Mexico il y a 20 ans, je ne ressens quasiment aucun sentiment d'insécurité, non seulement dans le quartier où je vis, où vivent beaucoup de Français, mais également à Polanco, un quartier où se trouvent en particulier les lycées français, ou dans d'autres quartiers de la ville. Je vais souvent dans le centre historique. Non, je partage totalement ce point de vue. Il y a malheureusement beaucoup de clichés négatifs, excessivement négatifs, sur la question de la sécurité à Mexico. Alors, je rappelle tout de même qu'il y a la jeune mère de Thème Mexico qui a été tuée début janvier par le cartel de Los Rojos. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que ça, c'est l'insécurité qui est liée au narcotrafic et qui est différente ? Oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, entre guillemets, marginaliser parce que ça ne reflète pas vraiment la situation réelle dans le pays. C'est un règlement de compte ou un message qui a été envoyé comme on peut l'avoir dans d'autres endroits. Elle était exposée, elle a fait état d'un certain nombre d'opinions qui ne convenaient pas à certains. Bon, il est à déplorer qu'évidemment la réponse qui a été apportée, ça a été son exécution pure et simple, mais ce n'est pas le reflet du pays. Jean-François Ajard, vous partagez cet avis ou... Ouais, je pense pas qu'il y a des balles perdues, comme il peut arriver en France. On parlait de Marseille tout à l'heure. Il y a vraiment des gens qui récupèrent des balles perdues. Au Mexique, c'est pas des choses dont on a l'habitude. Sincèrement, les chefs d'entreprise français qui viennent au Mexique pour la première fois, le premier commentaire qu'ils font, c'est dingue, on mange en terrasse, on déjeune, on dîne en terrasse, on ne se sent pas du tout dans un climat d'insécurité. Et c'est la réalité, on n'est pas dans un climat d'insécurité. Et c'est la première question qui arrive quand on est ici, en France, et qu'on nous dit « mais vous vivez au Mexique, mais alors ça se passe bien, les gardes du corps, les véhicules blindés ?» Alors qu'en fait, pas du tout. Il ne faut surtout pas rentrer et tomber dans cet excès. Est-ce que tout de même, il y a des quartiers déconseillés ? Malheureusement, l'actualité française de ces derniers mois aussi nous pousse à relativiser aussi. Les Mexicains nous en parlent. Les Mexicains nous en parlent. Est-ce que tout de même vous déconseillez des quartiers ? Comme partout. Lesquels, par exemple ? Je les connais pas. Pour les Français qui nous regardent et qui souhaitent s'installer à Mexico, est-ce qu'il y a il faudra qu'ils viennent d'abord et puis on leur dira après. Parce que je pense que c'est peut-être un petit peu réducteur de dire faut pas aller dans telle ou telle zone. De toute façon, ça se fera naturellement. Ils se renseigneront et on leur dira. La taille de la ville est telle, de toute façon, il y a des quartiers où on ne va jamais. Absolument. Parce qu'on n'a pas de raison d'y aller, tout simplement. Mais il y a des quartiers effectivement très excentrés où on nous recommande parfois de ne pas nous rendre. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal fréquentés et que c'est un coupe-gorge à chaque coin de rue. Donc, un point de vue assez enthousiaste sur la sécurité à Mexico. On va continuer, mais tout d'abord, je remercie Jean-François Ajard d'être venu sur le plateau pour parler de Mexico. Je rappelle que vous êtes managing partner de Crystal Credit International. Merci beaucoup. On se retrouve juste après pour continuer à parler de Mexico.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Mexico, la capitale du Mexique, et vous pouvez nous suivre sur Twitter, #24H Chrono TV. Alors, on évoquait l'aspect économique de Mexico et nous allons nous intéresser à la ville en soi. Je disais tout à l'heure que c'est une ville gigantesque. Alain Faure, vous pouvez nous décrire ce qu'est Mexico ? Oui, c'est une autre échelle. Quand on arrive d'Europe, Mexico, c'est une île impressionnante. Atterrir à Mexico, c'est toujours un spectacle fascinant. De jour et peut-être encore davantage de nuit. C'est une ville très étendue. Il y a une avenue qu'on appelle l'avenue des Insurgés, Insurgentes, qui doit faire 30 à 40 km, donc qui traverse Mexico du nord au sud. Quand on sort de Mexico, on voit à perte de vue des quartiers qui se sont développés sur les collines environnantes. Donc c'est une ville très, très, très étendue, gigantesque. Comment ? Ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est une ville qui déploie une énergie formidable. Moi, je suis impressionné par cette ville qui est toujours en mouvement. C'est une ville qui vit 24 heures sur 24. Une grande activité. C'est une grande activité. Là. Mexico est une ville vraiment d'un dynamisme qu'on connaît peu dans d'autres villes au monde. Culturellement parlant aussi ? C'est une grande capitale culturelle. C'est une grande capitale culturelle, aussi bien d'un point de vue patrimonial. Il y a une centaine de musées au Mexique, des musées prestigieux comme le Musée national d'archéologie ou le musée du Templo Mayor, mais aussi des musées d'art contemporain, d'art moderne, des musées plus petits. C'est aussi l'art de vivre L'art de vivre, ce qui a été dit tout à l'heure, je veux dire, le Mexicain aime sortir, le Mexicain est festif. La société mexicaine est une société festive. On parlait de gastronomie, on peut parler aussi de vie culturelle en règle générale. Les Mexicains adorent se retrouver, sortir ensemble, de jour comme de nuit. Là aussi, je pense que ça confirme ce sentiment de sécurité que l'on peut avoir par rapport aux clichés qui circulent sur la ville de Mexico. Vous seriez impressionné par l'activité nocturne, si je puis dire, de la ville de Mexico. Il y a quelques jours, j'étais à l'Institut français qu'on appelle la Casa de Francia. Là-bas, il y avait 800 personnes pour un événement culturel. Donc c'est une ville formidable d'un point de vue culturel. Il y a une offre culturelle à Mexico. Je pense qu'il y a peu d'équivalents en Amérique latine. Jacques Petit. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a des liens qui sont très très forts entre la France et le Mexique, qui sont des liens historiques. Et au niveau culturel, je sais que nos institutions sur place développent de très grands efforts pour justement favoriser ces échanges. Erwan, vous sortez souvent la nuit Le jour, la nuit. Le jour, la nuit. Oui, bien sûr, régulièrement. Pour faire des affaires, pareil, pour reprendre un petit peu ce qui était dit, on fait aussi des affaires autour les cafés. Autour de la table, le soir, l'après-midi. Souvent, il y a des réunions qui commencent à 14h et qui se terminent quelquefois à 18-19h. Des réunions d'affaires, des déjeuners. Donc oui, très régulièrement, bien sûr. La jeunesse aussi est beaucoup dehors. Bien sûr. Il y a des quartiers qui sont plus vivants que d'autres. Les quartiers, on parlait tout à l'heure de Polanquito, la Colonia Roma, Condesa, qui sont des quartiers un petit peu qui se rapprocheraient des quartiers en France comme le Marais, par exemple, des quartiers un petit peu bobos, enfin où il y a de l'activité, où il y a une multitude de restaurants internationaux et voilà, c'est les quartiers, je dirais, dans le centre de Mexico. Alors on va écouter justement Geneviève Bereau-Suberville nous parler des quartiers branchés de Mexico. Eh bien, je remarque que le quartier où s'installent en fait les Français qui arrivent, les jeunes Français avec des enfants, c'est celui qui est très branché, qui est la Roma, la Condesa, qui ressemble un peu plus à un quartier, disons, parisien, où on peut faire ses courses à pied, on peut sortir. Car en fait, à Mexico, la voiture, c'est comme aux États-Unis, la voiture, il faut la voiture de partout. Tandis que là, c'est un quartier où on peut être un peu plus européen. Alain Faure,
Les problèmes de circulation, vous connaissez bien, je crois. Oui, non, 1h30 pour faire 8 km, c'est oui, ça? ça arrive à certaines heures de la journée. Il peut y avoir de gros embouteillages à Mexico. Ceci dit, on n'est pas obligé de prendre la voiture. Il y a un métro à Mexico et des transports en commun. Enfin, la circulation est un problème. Moi, je crois que la circulation est un vrai problème. Il y a un parc automobile qui s'est considérablement développé à Mexico. Et donc, certaines artères sont totalement embouteillées à certaines heures de la journée. Donc, effectivement, il est fortement déconseillé de se déplacer. On parlait de sorties nocturnes. À 19h, 20h, se déplacer de Polanco, là où je vis, pour rejoindre précisément l'Institut français, qui est à 8-10 km. Il m'a fallu à plusieurs reprises plus d'une heure, une heure et demie, oui, c'est exact. Qui dit circulation, j'imagine dit pollution. Est-ce que c'est pollué ou... Écoutez, moi j'aurais tendance à nuancer ce point de vue, parce que, comme on le disait tout à l'heure, le parc automobile s'est beaucoup modernisé à Mexico. Et moi j'ai le sentiment, si je compare donc le Mexico d'aujourd'hui à celui que j'ai connu, qu'il y a peut-être moins de pollution qu'auparavant. Il y a de la pollution, mais il y en a moins qu'auparavant. Enfin, quelle est la capitale aujourd'hui où il n'y a pas de pollution ? Effectivement, c'est une bonne question. Et à préciser que Mexico ambitionne de devenir une smart city, donc de transformer ses infrastructures, etc. Erwan, je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Oui, tout à fait. Tout ce qui est éco-bici, si on parle de pollution, qui est encore loin d'être développé comme il est développé à Paris, mais l'éco-bici et le Wi-Fi gratuit dans les rues, beaucoup de projets, quelques-uns mis en place, mais encore il reste beaucoup de choses à faire. Alors, puisqu'il y a des problèmes de circulation, mieux vaut choisir un quartier à côté de l'école quand on a des enfants scolarisés. Et on va écouter à nouveau Geneviève Beroz-Suberville nous en parler. Dans le système éducatif, nous avons à Mexico le lycée franco-mexicain avec 3000 élèves. Il y en a un justement dans le quartier où j'habite, Polanco, et un dans le sud, parce qu'on peut diviser la ville en deux, le nord et le sud. Et puis il y a une toute nouvelle petite école qui s'est créée. Et justement, moi j'encourage à qu'on ouvre une autre école, une petite école du côté de la Roma, la Condesa, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui vont là. Alain Faure, vous avez des enfants scolarisés ? J'ai 2 enfants qui sont scolarisés au lycée français de Mexico. Pourquoi vous avez choisi ce système ? Je crois important quand même que mes enfants puissent poursuivre une scolarité française ou à la française, d'autant plus que j'arrive d'Espagne et donc avec ma famille, que mes enfants étaient déjà au lycée français à Madrid, donc et que l'offre éducative française est bonne. On a la chance, quand même, la France a la chance pour ses ressortissants à l'étranger de bénéficier d'un dispositif donc de lycée français très dense et en règle générale de grande qualité. Donc je n'ai pas hésité. Ça a été difficile d'inscrire vos enfants ? Vous avez attendu ? Non, je l'ai fait depuis l'Espagne. Donc je les ai inscrits avec quand même beaucoup d'anticipation. Il n'y a pas eu de difficulté, en tout cas. Si je compare la situation du lycée français de Mexico à celle d'autres établissements scolaires français dans le monde, où il y a des listes d'attente, où les familles donc sont parfois confrontées à des difficultés, non, je n'ai pas eu de difficulté particulière à Mexico. Et le coût ? Écoutez, je crois que le coût... inscrire ses enfants dans un lycée français à l'étranger, c'est s'acquitter de droits d'admission, de droits d'inscription, de droits d'écolage, accessoirement du coup pour le transport scolaire, pour ceux qui choisissent ce mode de transport, et puis le coût des fournitures et le coût des activités. Mais enfin, en règle générale, s'agissant des droits d'écolage, je crois qu'à Mexico, on est dans une fourchette très moyenne, donc de l'ordre de 450. Moi, pour mes enfants qui sont des enfants jeunes, donc dans les petites classes, je paye plus ou moins entre 400 et 450 euros par enfant, par mois. Alors, on va enchaîner sur le coût de la vie et puis on regarde une vidéo de Smart Expatriation. Si vous vous déplacez de Paris à Mexico, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 21%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1150 euros par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros bruts à Paris, il vous faudra 47 900 euros bruts à Mexico pour maintenir le même niveau de vie. Alain Faure, est-ce que c'est cher de vivre à Mexico ? Dans l'ensemble, je
pense que c'est moins cher qu'à Paris. Enfin, on compare les deux capitales, Bon, le loyer est relativement élevé, effectivement, dans le quartier où j'habite, mais enfin, tout dépend du lieu où on vit à Mexico. Et le quartier de Polanco, encore une fois, où vivent de nombreux Français, où nous avons fait le choix de vivre, est loin d'être le quartier le plus résidentiel de Mexico. Il y a des quartiers qui le sont encore davantage. Donc c'est vrai que je crois que les loyers sont élevés. Mis à part cela, bon, c'est à peu près comparable. Mais il me semble malgré tout qu'en règle générale, si on prend en compte le coût des services communs, l'électricité, le gaz, l'eau, il me semble que c'est quand même un peu moins cher qu'à Paris. Erwan, vous sortez au restaurant, est-ce que c'est abordable, le restaurant à Mexico? Je confirme, c'est pareil, tout dépend des endroits où on va. Si on recherche, je dirais, des restaurants gastro ou équivalents, ça va être des prix comparables à ce qu'on peut trouver à Paris. Après, on peut manger des bonnes viandes argentines pour pas très cher. La cuisine locale est abordable. Locale ou sud-américaine en tous les cas. Voire de bonne viande mexicaine, puisque le Mexique est aussi un grand producteur. D'ailleurs, il y a une chose il y a une petite particularité, quelque chose d'assez curieux, c'est que souvent on vous demande si vous voulez une viande nationale ou d'importation, alors que très souvent dans le nord du pays, qui est un gros producteur de viande, les viandes sont exportées sur les États-Unis, elles sont reconditionnées et elles sont réimportées au Mexique avec un label US, alors qu'en fait ce sont des animaux qui n'ont pas vu l'ombre d'un pâturage américain. Effectivement. Alors, pour conclure cette émission, je voudrais qu'on parle du climat, parce que Mexico, c'est quand même le soleil, Alain Faure. Le climat est agréable. Je crois que ce serait nier la vérité que de dire le contraire. Non, le climat est très agréable, il est assez tempéré. Bon, il y a une saison, disons, un peu plus sèche et une autre un peu plus humide, il y a une saison des pluies. Mais c'est une ville où il est rare de ne jamais voir le soleil. Même en saison des pluies, on a toujours du soleil, donc le climat est agréable à Mexico. Erwan, c'est ça qui vous a attiré? Vous êtes bien bronzé d'ailleurs. Il fait très beau à Mexico, les plages mexicaines sont magnifiques. Non, mais c'est vrai que c'est agréable, on se pose pas la question de savoir si on va mettre un pull, un manteau le matin. Voilà, on sort comme ça quasiment toute l'année. Je crois que c'est surtout la diversité. Ce que vous alliez peut-être dire, c'est que le Mexique est un énorme pays qui a des climats et des environnements et des paysages complètement différents. On a du désert, on a de la plage dans les Caraïbes, on a un côté atlantique, on a un côté pacifique, il y a de la jungle, c'est luxuriant. Quand on va au Mexique, indépendamment aussi du côté culturel, vous avez des endroits qui sont absolument fabuleux et avec une diversité, une biodiversité, puisque le Mexique aussi travaille énormément sur le sujet, ils sont très sensibles à cette partie-là. Il y a énormément à faire au Mexique. Donc la fête, le soleil, c'est pas un cliché, c'est... Non, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Tout en faisant des affaires. En travaillant. Tout en travaillant. Je crois que c'est le mot de la fin et que ça attirera des entrepreneurs français. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Erwan Lelguen, je rappelle que vous êtes associé partenaire Altios International. Jacques Petit, vous êtes PDG de Detexis et vice-président de la section Mexique des CCE et je crois que vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Oui, tout à fait. Juste mentionner que donc, dans le cadre de nos activités sur place, nous organisons un forum économique qui devrait avoir lieu à la fin de cette année au Mexique et dans lequel une de nos missions est de favoriser l'échange entre nos deux pays et de faire venir et d'attirer les investisseurs tant dans un sens que dans l'autre. Alain Faure, merci d'être venu partager votre quotidien à Mexico. Merci et puis, bon retour. Merci à vous et puis bienvenue au Mexique. Bon retour, merci. Eh bien, les 24 heures chrono vont se clôturer puisque nous repartons à Paris pour cette dernière heure de direct. Merci de nous avoir suivis.